La parole est maintenant à son Excellence Javier Bus Soto, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale du Honduras. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, je prononce ce message au nom du gouvernement de la République du Honduras et au nom de la présidente Iris Xiomara Castro Sarmiento, qui est la première femme à présider aux destinées de notre pays. Une femme qui reconnaît la transcendance historique de cette Assemblée générale. Une Assemblée générale qui fête le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies. 80 ans se sont écoulés depuis que l'humanité, après l'horreur de deux guerres mondiales, a décidé d'ériger un nouvel édifice juridique, moral et politique pour préserver la paix, protéger les droits fondamentaux et construire un développement équitable entre les peuples. Aujourd'hui, en 2025, il nous incombe de toute urgence de voir si cet engagement a été tenu ou si, pire encore, si cet engagement ou cette promesse court le risque de se voir vidé de sens étant donné les défis inouïs du siècle 21. Du 21e siècle, pardon. Monsieur le Président, Madame la Présidente, le monde n'est pas en paix. Le génocide à Gaza, la dévastation en Ukraine, les crises persistantes et la violence, en particulier au Moyen-Orient, en Afrique et à Haïti, le commerce des armes, commerce dangereux du capitalisme mondial, sont autant de preuves de l'échec du système multilatéral qui n'a pas honoré sa mission, la mission fondamentale qui est la sienne d'atteindre la paix, de prévenir la barbarie, d'empêcher l'avancée de la guerre, de la course au nucléaire, annoncée par les grandes puissances comme l'apocalypse de l'humanité. Nous dénonçons avec fermeté les décisions qui ont été prises sur la paix et la sécurité. Nous dénonçons que ces décisions, les décisions les plus transcendantales sur la paix et la sécurité internationale, continuent d'être l'otage de 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Leur droit de veto est devenu un privilège anachronique et a paralysé l'action collective et les appels à la paix lancés par différentes régions du monde et ont permis en toute impunité de protéger ont permis de donner l'impunité à ceux qui ont commis des crimes de guerre. L'ONU ne peut pas continuer d'être l'otage d'intérêts particuliers. Elle ne peut pas continuer d'être la complice par omission de la destruction de peuples entiers. Il est également inacceptable d'un point de vue moral que, alors que l'on dépense des milliards pour acheter des armes, on pratique des coupes claires dans les opérations de paix, les opérations d'assistance humanitaire et le développement durable. Comment peut-on justifier que la voix de 193 États présents dans cette salle de l'Assemblée générale et qui sont épris de paix pour mettre fin aux différents blocages des différentes puissances, que leur voix soit annulée par une seule voix? Nous ne pouvons pas continuer de maintenir un ordre mondial basé sur les privilèges et l'inégalité. Un ordre qui provoque la souffrance de millions de pauvres de par le monde. Si nous voulons que les Nations unies survivent et soient un garant de la paix et ne soient pas un spectateur impuissant, il est fondamental de réformer sa charte fondatrice. C'est la raison pour laquelle nous nous unissons aux appels lancés par les pays du Sud qui exigent une transformation structurelle de la charte des Nations unies, en démocratisant le Conseil de sécurité pour lui rendre légitimité, efficacité et justice dans ce sommet des nations du monde. Nous proposons tout d'abord, premièrement, nous proposons d'élargir la composition de la catégorie des membres permanents et non permanents, garantissant par là même une représentation régionale plus équitable. Deuxièmement, nous proposons d'éliminer le droit de veto, notamment lorsqu'il s'agit de rechercher la paix, lorsqu'on exige un cessez-le-feu ou on agit
face à des génocides, des crimes de guerre ou des violations massives des droits humains. Troisièmement, nous proposons de renforcer le rôle de l'Assemblée générale en lui donnant davantage de poids juridique, de rendre les décisions qu'elle prend juridiquement contraignantes lorsque ces décisions concernent la paix, la sécurité et le développement. Et enfin, nous proposons d'élargir les espaces où les femmes, les peuples autochtones et les jeunes peuvent prendre, et la diaspora peuvent prendre des décisions. Leur voix continue d'être isolée. Nous n'accepterons plus d'excuses. Nous ne resterons plus silencieux face à l'injustice. Les normes de l'ordre international ne peuvent pas continuer d'être définies par la logique de la guerre, par l'hégémonie du capital ou par les intérêts stratégiques des plus puissants. Ces normes doivent refléter l'aspiration universelle de tous les peuples qui aspirent à vivre dans la paix, la démocratie, la dignité et la liberté. Mesdames et messieurs, au Honduras, nous avons fait nôtres ces principes. Au cours des 3 ans et demi de gouvernement démocratique sous la houlette de la présidente Xiomara Castro Sarmiento, nous avons avancé avec fermeté. Nous avons eu pour objectif de rendre la dignité à notre pays. Nous avons œuvré à la reconstruction des institutions de notre pays, à la récupération de notre indépendance, de notre souveraineté populaire et à la défense des droits civils, politiques, environnementaux et les droits des êtres humains. Depuis 12 ans et 7 mois, depuis le coup d'État à l'encontre du président démocratiquement élu Manuel Zelaya, au Honduras s'est mise en place une narco-dictature dont le président ou le chef, Juan Orlando Hernández, a été reconnu coupable à New York et condamné à 45 ans de prison parce qu'il avait voulu former un cartel de la drogue pour faire du trafic de drogue vers les États-Unis. La corruption du secteur public et du secteur privé, la violence et la détérioration institutionnelle ont été les instruments qui ont été utilisés par l'oligarchie hondurienne pour continuer d'exploiter nos ressources naturelles et notre population. Notre gouvernement, le nouveau gouvernement, a lancé un processus de refonte de la patrie. Il a engagé une transformation profonde qui a pour but le bien-être des majorités qui ont été sacrifiées par la narcodictature et qui ont été, d'un point de vue historiquement, donc exclues du modèle économique néolibéral, par le modèle économique néolibéral. Procéder à une réforme de l'État a supposé de donner la priorité à la vie, par-delà les affaires, de donner la priorité à l'éducation et à la santé, par-delà les privilèges. Et les avancées sont là. La pauvreté a baissé de 73% en 2021. Non, elle était de 73% en 2021, elle est passée à 63% en 2024. Et la pauvreté extrême est passée de 54% à 40%. Cela veut dire que plus d'1 million de Honduriens, en 3 ans, ne sont plus pauvres. L'inégalité, nous l'avons également réduit de 6 points sur l'indice de Gini. C'est une avancée qui est 2 fois supérieure à celle obtenue au cours des gouvernements de la narcodictature qui a été la nôtre. À cette époque, les revenus de 20% des plus pauvres avaient été sacrifiés par le pillage et l'endettement, dirais-je, indolent de 600% que nous avions observé et qui était le nôtre après le coup d'État. Grâce au gouvernement socialiste démocratique de Xiomara Castro, nous avons accru nos recettes de 150%. Nous avons donné à ces populations accès à la santé, au sport, à la sécurité, à l'éducation, à des routes de qualité, à l'agriculture, à l'énergie. Tout cela est gratuit pour les pauvres. Dans le domaine de la sécurité, en 2024, l'année 2024 s'est achevée sur un taux de 26 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est le taux le plus bas en 20 ans. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous avons mis en place des systèmes d'audits sociaux pour les finances publiques. Nous avons éliminé les courtiers corrompus et nous avons récupéré les biens publics. La loi de justice fiscale qui a été envoyée au Congrès national est un
élan donné à une réforme fiscale que nous voulons progressive, qui s'efforce de redistribuer la richesse, de la mettre au service de l'éducation, de la santé, des terres agricoles, de la protection sociale. Elle élimine les privilèges des 25 groupes et des 10 familles qui monopolisaient 80% du produit intérieur brut et élimine également les exonérations fiscales. Dans le domaine de l'égalité entre les sexes, nous avons élargi l'égalité dans la prise de décision. Nous avons créé ainsi un gouvernement où la représentation des femmes et des hommes est la même. Nous avons également mis en place des programmes pour éradiquer la violence fondée sur le genre. Le Honduras a également engagé un effort considérable pour récupérer ses forêts. Nous avons mis en place un programme zéro déboisement d'ici 2030. Nous avons créé 3 bataillons militaires de protection des forêts. Le Honduras est l'un des pays les plus frappés par les changements climatiques. Nous sommes pourtant un des pays qui a les émissions les plus faibles. Des sécheresses, des tempêtes dévastatrices, la perte de diversité biologique et les déplacements forcés sont autant de blessures ouvertes que nous n'avons pas causées, mais que nous avons payées par des vies et par notre avenir. Ce n'est pas une lutte que nous pourrons remporter seuls. Nous rejetons également la vision incriminante de la migration, des législations plus dures et des frontières plus militarisées. Nous engager dans cette voie ne va rien régler. Cela ne fera que perpétuer la tragédie, accroître la souffrance et nie la co-responsabilité de la communauté internationale face à un phénomène humain et mondial. Les personnes migrent parce que les systèmes dans lesquels elles vivent sont inégaux. Ce sont des systèmes qui les ont abandonnés. Les personnes ne migrent pas parce qu'elles ont choisi. Or, les incriminés, c'est les condamner 2 fois. Tout d'abord à la misère et ensuite à l'exil. Chers collègues, notre politique extérieure est basée sur le respect absolu de la souveraineté, de l'autodétermination des peuples et des droits humains. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons les sanctions unilatérales illicites qui étranglent les économies et condamnent des peuples à la misère. Ces mesures, comme celles qui sont imposées depuis des décennies à l'encontre de Cuba, doivent cesser immédiatement. Nous condamnons sans réserve et nous dénonçons comme inacceptable toute forme d'occupation étrangère et toute menace d'ingérence militaire dans notre hémisphère. Des actions de ce type reviennent à nier le droit des peuples à se constituer en État libre et souverain. Or, ce droit est inaliénable et sa reconnaissance ne peut pas continuer d'être reportée ni non plus manipulée. Aucune justification rhétorique ne peut légitimer la violation de la souveraineté ni la soumission de pays entiers. C'est la raison pour laquelle, face à l'Assemblée générale aujourd'hui, nous réitérons notre reconnaissance de l'État palestinien, conformément à notre engagement historique et à notre position de soutien indéfectible à la paix, la sécurité et la coexistence de 2 États au Moyen-Orient. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués, au mois de novembre 2025, nous organiserons des élections générale, dans le cadre d'un processus que nous voulons transparent, ouvert à tous et démocratique. Le gouvernement de la présidente Xiomara Castro garantit la participation en toute liberté de tous les secteurs politiques, garantit le respect des libertés publiques et accueillera des missions d'observation électorale, d'observation des élections, missions internationales et régionales. Madame la Présidente, les Nations Unies doivent oser changer pour ne pas rester un écho du passé, mais être au contraire la voie de l'avenir. 80 ans après sa création, il ne suffit pas, je crois, de commémorer ce qui a été accompli. L'heure est venue d'ouvrir des espaces de dialogue, d'espoir, dans un demain meilleur qui est encore possible. Merci beaucoup. Je remercie le ministre des Affaires étrangères
et de la coopération internationale du Honduras.